Et arrive un moment où il faut tuer nos animaux. Donc nous allons en parler aujourd'hui. Je vais vous parler de mon expérience, de ce qu'il faut faire ou pas faire, ou ne pas refaire le cas échéant. On voit ça tout de suite. En fait, il va y avoir 3 points importants. 3 points importants. Le premier, c'est d'abord est-ce que c'est nécessaire? Dans quel cas de figure est-ce que c'est nécessaire de tuer ces animaux? Alors évidemment, si vous élevez des poulets de chair, la question ne se pose pas trop. Si vous élevez vos animaux pour la chair, évidemment qu'à un moment donné, on n'y coupe pas, c'est pas le moment le plus agréable, mais on sait bien pourquoi on le fait. Donc il y a ce cas-là, mais il n'y a pas que ce cas-là. On peut parfois avoir un élevage d'animaux pour d'autres raisons que la chair, mais pour autant, eh bien, on peut quand même être confronté à la nécessité, ou pas, on va voir ça, d'abattre nos animaux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qu'on va voir aussi, c'est le cas échéant, à quel moment le faire. Est-ce qu'il y a une saison pour ça? Est-ce qu'il y a une date pour ça? Est-ce qu'il y a un moment propice pour ça ou au contraire des périodes à éviter? C'est aussi une vraie question à se poser en amont parce qu'il faut un petit peu se préparer quand même avant d'être en mesure de le faire. Et puis troisième point, évidemment, je vous parlerai de ce que j'ai fait récemment. Là, nous, ça a été des coqs qui sont passés en coq au vin. Et je vous donnerai, alors non pas la recette du coq au vin, parce que ça, vous la trouverez partout. Vous allez sur marmiton.org ou sur je sais pas quoi. Enfin, sur moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est de vous donner quelques petites astuces supplémentaires que j'ai mis en œuvre dans ma recette, en lien évidemment avec la recherche d'autonomie alimentaire dont parle la chaîne Néo Campagna au travers des vidéos. Alors quand on élève des animaux pour la chair, bon évidemment on sait qu'à un moment donné il faut les abattre. Il fait un temps pourri. Mais on est content d'avoir la pluie quand même, hein, parce que c'était très sec depuis plusieurs mois, ça fait quand même du bien. C'est juste que là je suis juste en dessous, c'est pas le plus pertinent. Mais sinon c'est quand même bien qu'il y ait de la pluie. Bref, je reprends. Donc quand on élève les animaux pour la chair, donc typiquement le poulet de chair, évidemment on le sait, à un moment donné on passe les animaux à l'abattage. Alors à quel moment est-ce qu'on fait ça? Eh bien quand on sait qu'on élève les animaux pour leur chair, on tue les animaux, donc les jeunes de l'année, en fait, dans l'année qui suit. Alors ça va dépendre de l'espèce, mais en tout cas, les petits sont tués dans l'année. Donc typiquement pour les volailles qui naissent généralement au printemps, eh bien à la fin de l'année civile, normalement toutes les volailles de l'année sont passées à la casserole. Alors à la louche, un poulet fermier, selon les races, on va compter 6 mois environ. C'est un ordre de grandeur. Et je parle bien de poulets fermiers, évidemment, hein. Les poulets que vous achetez dans le commerce, ils ne sont pas du tout élevés en 6 mois. Je ne connais plus, je me demande si c'est pas en 4 semaines qu'on arrive à mettre des poulets dans la distribution alimentaire. Donc, parce que c'est de la croissance rapide, parce que c'est une alimentation qui est totalement différente, parce que ce sont des poulets qui sont malades. Quand je dis qu'ils sont malades, c'est-à-dire des poulets qui en réalité grossissent tellement vite et ils ont été sélectionnés pour ça, de souche après souche, qu'ils ne tiennent plus sur leurs pattes au moment où on les abat. Enfin bon, c'est des trucs absolument affreux, hein. Mais ce n'est pas de ça dont je parle. Moi, je parle vraiment du poulet fermier, le poulet que vous avez chez vous, que vous élevez avec une bonne alimentation et puis qui sont généralement des poulets plutôt de race. Eh bien, ceux-là, il faut compter environ 6 mois. Donc typiquement, si vous avez des éclosions au mois d'avril, eh bien au mois d'octobre, ce sera bon pour tuer vos poulets. Peut-être même avant, parce qu'il y a des... Allez, à partir de 4 mois, 4-5 mois, on peut avoir quand même des poulets intéressants. Mais ça vous donne une ordre de grandeur. Un autre exemple, le canard, on compte 100 jours généralement. Pour le canard fermier, on compte 100 jours. Donc 100 jours, c'est 3 mois et demi à peu près, à la louche. Donc c'est beaucoup plus rapide. C'est beaucoup plus rapide que le poulet. Je pense que c'est quand même le minimum. C'est quand même le minimum. À vous d'observer un petit peu vos canards, de voir à quel moment ils atteignent leur poids idéal. Ça peut être un petit peu plus quand même. Faut peut-être compter 4 mois, 4 mois et demi, 5 mois. Enfin, ça dépend. Mais ça vous donne quand même un point de repère. Donc, le principe, quand on élève des animaux pour la chair, ils naissent dans l'année et on les tue dans l'année. En tout état de cause, on les tue toujours avant qu'ils atteignent l'âge adulte ou tout juste quand ils sont au tout début de l'âge adulte en fait. Mais on ne les laisse pas vivre leur vie d'adulte, sinon on passe dans une autre catégorie on va dire. Mais s'ils sont élevés pour la chair, voilà, l'abattage survient juste avant ou au tout début de l'âge adulte. Alors le gros avantage quand on tue les animaux de l'année parce que l'objectif était d'avoir de la chair, c'est que la cuisson est grandement facilitée, c'est-à-dire qu'on peut les cuire de toutes les façons qu'on veut, et notamment la cuisson, je dirais, la plus sèche et la plus facile, c'est le principe du poulet rôti.
Voilà, si vous voulez un bon poulet rôti, évidemment qu'il faut faire cette recette avec des jeunes de l'année qui ont donc environ 6 mois et qui sont, dont voilà, la viande et la chair est encore tendre et ça se prête totalement à ce type de cuisson rapide. Hein. Quand je dis rapide, par opposition à des cuissons lentes où on fait vraiment mariner, ça cuit plusieurs heures ou des choses comme ça. Là, avec un poulet rôti, donc une cuisson vive, sèche et rapide, avec des jeunes de l'année, ça passe très bien. C'est même comme ça qu'on les déguste très, très souvent. Mais il y a un autre cas de figure dans lequel on se retrouve à abattre nos animaux. Ce cas de figure, c'est quand on a des animaux qu'on avait au départ pour autre chose que pour la chair. Et oui. Et là, pour le coup, j'attire vraiment votre attention parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément anticipé. Autant quand c'est pour la chair, on le sait, la question ne se pose pas. Autant quand on élève des animaux pour autre chose, eh bien, on ne pense pas toujours qu'à un moment donné, ça va coincer. Je vous donne des exemples. Quand on a des poules pour les œufs, quand on a juste des poules pondeuses, la question va se poser de qu'est-ce que je fais de mes poules pondeuses, qu'elles soient de souche pondeuse de réforme ou que ce soit des poules de race, peu importe, quand elles arrivent à un âge où elles ne pondent plus. Qu'est-ce que j'en fais ? L'abattage n'est pas la seule réponse possible, mais c'est une question à anticiper. Je vous donne un autre exemple. Pour ceux ou celles qui s'intéressent à la traite, et je pense notamment à la traite de la chèvre, c'est quelque chose que j'ai déjà fait. Il y a peut-être encore des vieilles vidéos qui traînent, même si là, pour le moment, nous n'avons plus de chèvres. C'est quelque chose que nous referons. C'est super d'avoir des chèvres à traire pour faire son fromage de chèvre. Certains d'entre vous ont peut-être même envie d'avoir une vache. C'est vrai que c'est... Alors là, pour le coup, on n'est plus sur les mêmes proportions de lait, mais c'est vraiment intéressant. Il faut bien comprendre qu'une chèvre ou une vache, si elle donne du lait, si on peut la traire, c'est qu'elle a eu des petits avant. Donc le chevreau qui est né avant, pour qu'on puisse traire la chèvre, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on le garde ? Alors si c'est une femelle, on peut la garder, agrandir un petit peu son troupeau pour l'année suivante éventuellement. Si c'est un mâle, ça va coincer. Et puis, voilà, en tant que particulier, on n'a pas non plus vocation à avoir un troupeau énorme avec des chèvres ou des chevrettes. À un moment donné, on va se limiter à 3, 4, enfin voilà. Ça va être compliqué d'avoir plus en tant que particulier. Donc, les naissances, elles vont être nécessaires pour avoir du lait, mais il va falloir trouver une solution. Que faire des chevreaux ou des chevrettes ? Donc, l'abattage est une piste qu'il faut envisager avant de se lancer dans la chèvre pour avoir du lait. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et enfin, autre cas de figure, c'est pour n'importe quel élevage, en fait, n'importe quel animal, les reproducteurs qu'on a en tant que reproducteurs, à un moment donné, ils ne vont plus être reproducteurs. Ils vont dépasser l'âge. Donc, qu'est-ce qu'on fait de nos anciens reproducteurs ? Donc, tout ça, voilà, vous voyez, ce sont des questions à se poser. Et une des réponses possibles, c'est l'abattage des animaux pour la chair, même si au départ, ce n'était pas pour ça qu'on les avait. Alors évidemment, si vous trouvez d'autres solutions qui vous plaisent davantage, comme les garder, voilà, les garder comme ça, même s'ils ne produisent plus, ce qui est évidemment une solution, ou alors si vous trouvez à les placer, à les donner, enfin voilà, à vous de voir, mais anticipez. Si vous décidez de garder vos animaux, une question que vous allez devoir vous poser, c'est combien ça me coûte ? Alors si vous pouvez vous le permettre, allez-y, mais il faut bien comprendre qu'un animal qui ne produit plus, eh bien, il vous coûte quand même. Il vous coûte en argent, parce qu'il faut le nourrir, cet animal, évidemment. Évidemment, si vous faites le choix de le garder, vous devez le nourrir. Ça vous coûte en temps, ça vous coûte en infrastructure. Ça peut vous poser problème aussi parce que eh bien, vous allez devoir prendre d'autres animaux pour de nouveau produire. Est-ce que la cohabitation va se faire facilement ou non ? Voilà, toutes ces questions-là doivent entrer en considération. Dans le cas des poules, on voit souvent la solution de les donner à des particuliers qui souhaitent avoir plutôt des poules de compagnie. C'est très bien, si vous y arrivez, si vous trouvez à les donner, c'est parfait. Sachez que ça va quand même revenir régulièrement cette histoire-là, parce que régulièrement, vous aurez des poules qui vont arriver à la retraite, si je puis dire, voilà, qui ne pondront plus. Donc il faudra à chaque fois retrouver de nouvelles familles. Là encore, c'est votre choix, mais ça peut être compliqué. Une autre piste, je vous l'ai dit, c'est d'abattre les animaux. La semaine dernière, j'ai abattu mes derniers coqs qui me restaient du printemps dernier. Alors là, je suis en plein dans fais ce que je dis, fais pas ce que je fais, parce que c'est beaucoup trop tard en saison, enfin trop tard, je vais vous expliquer ça. J'aurais dû le faire bien plus tôt. Au printemps dernier, j'ai eu des couvaisons, donc j'ai eu des poussins, certains étaient des mâles, d'autres étaient des femelles.
Donc les mâles et les femelles, il y en a certains que j'ai vendus, que j'ai donnés, voilà, tous ne sont pas restés à la maison. Et puis en fin de saison, là à l'automne, je me retrouvais avec un certain nombre de poulettes qui commençaient à arriver à l'âge adulte quasiment et que je voulais garder, puisqu'elles elles allaient pondre et que ça m'intéressait d'augmenter mon petit cheptel. Et puis j'avais aussi un surplus de coqs. Alors ce surplus de coqs, eh bien mon choix il était clair, je voulais les tuer et les faire en poulet de chair. Alors la race que j'ai s'y prête, c'est la race du Bourbonnais. Certaines races ne s'y prêtent pas. Si vous avez des poules naines ou des poules qui ne sont pas particulièrement fermières, peut-être que ça ne s'y prête pas trop. Mais dans mon cas, c'est une race, la race bourbonnaise, à deux fins, autant pour les œufs que pour la chair. Donc c'était intéressant pour moi de dire, les coqs, je les passe à la casserole. Si je les avais tués, je dirais dans les temps, au moment où il aurait été pertinent de le faire, c'est-à-dire à l'automne, au tout début de l'hiver, j'aurais pu les passer en poulet rôti. J'ai laissé traîner, je me suis laissé un petit peu déborder, je les ai quand même isolés, je les ai mis dans une volière à part pour que ça ne se passe pas trop mal avec les autres coqs et puis surtout pour ne pas avoir trop de coqs en proportion par rapport à mon nombre de femelles. Donc ils étaient à part, ils étaient dans une volière et puis j'ai laissé traîner. Qu'est-ce que ça m'a coûté d'attendre autant avant de les abattre? Ça m'a coûté de l'argent puisque tout ce temps-là, il a fallu les nourrir alors qu'ils n'ont pas forcément profité plus que ça au niveau de la chair. Ça m'a coûté que ils ont vieilli et donc ensuite au niveau de la préparation, c'était trop tard pour les manger en poulet rôti. Je vais vous en reparler un petit peu après quand je vous parlerai du coq au vin. Ça m'a coûté du temps parce que forcément quand je faisais le tour des enclos, eh bien j'avais cet enclos supplémentaire, cette volière où il fallait aussi vérifier l'eau, vérifier le grain, etc. Donc ça me rallongeait mon tour pour voir les volailles quotidiennement. Ça m'a coûté aussi en structure, en emplacement, c'est-à-dire que je les ai isolés en les mettant dans une volière qui au départ n'était pas du tout prévue pour mettre des adultes. C'est une volière que je réserve normalement aux poussins. Et donc là, eh bien, ils y ont été alors que forcément ils étaient adultes, donc ils m'ont tout gratouillé, il n'y a plus un brin d'herbe, le sol est mort, alors que je comptais bien avoir de la verdure. Alors je vais essayer de voir comment je peux rattraper ça pour le printemps, mais enfin ça risque d'être un peu compliqué. Donc voilà, c'était vraiment un mauvais plan, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Si vous prévoyez d'abattre des coqs, ou en tout cas des animaux que vous avez en surplus, ça peut être des poules de la même façon, eh bien n'attendez pas en fait. Calculez à quel moment vous devez le faire de façon qu'il vous coûte le moins cher possible. À un moment donné, si l'issue est la même, voilà, ce n'est pas la peine de repousser. Donc l'idée, c'est d'attendre en fait quand même suffisamment longtemps pour être sûr qu'on n'en ait plus besoin au niveau de la reproduction, si besoin, tout ça. Bon, moi, c'était pas mon cas puisque c'était des jeunes de l'année, mais dans l'idée, même quand ce sont des animaux de réforme, de ne pas les abattre trop tôt pour être sûr qu'on n'en ait plus besoin. Je suis en train de me prendre une averse là, je reviens tout à l'heure. Ah, j'ai le chic pour me mettre dehors pile quand il faut pas pour faire les vidéos. Incroyable. Bon, je reprends. Je crois que j'étais en train de vous dire donc, que j'avais mis ces coqs, je les avais déjà isolés dans une volière avant de les abattre, mais j'avais traîné. Voilà. Et donc ça m'avait quand même coûté en temps, en argent, etc., en infrastructure. Alors concrètement, au moment de tuer les coqs, comment ça se passe? Il s'agit avant tout donc de les tuer. Il y a plusieurs techniques pour les tuer. Quand je le fais toute seule, j'utilise un appareil d'électronarcose, c'est un coup de jus en fait, qui les étourdit. Une fois qu'ils sont étourdis, je les retourne dans un cône d'abattage, un cône en inox, pour les égorger. Ça, c'est ce que je fais quand je suis toute seule. Là, je me suis fait aider, mes enfants étaient là, et des voisins aussi. Et donc, ce n'est pas moi qui ai géré l'abattage. Et comme chacun a sa technique, eh bien, ça a été fait différemment. Ils ont eu la tête tranchée directement, mais complètement coupée, donc une sorte de guillotine, si vous voulez. Donc, ils n'ont pas non plus eu le temps de souffrir, ni quoi que ce soit. La moelle épinière étant rompue sur le coup, il n'y a aucune douleur pour l'animal. Donc, quelle que soit la technique, on commence évidemment par les tuer. Ensuite, on les ébouillante. Alors, pourquoi on les ébouillante? Principalement pour faciliter ensuite le plumage. On dit ébouillanter, d'ailleurs c'est pas vrai, l'eau elle n'est pas bouillante. Si on a l'intention derrière d'utiliser une plumeuse, donc un appareil, il ne faut vraiment pas dépasser les 70 degrés, entre 65 et 70, parce que sinon au moment de passer dans la machine, ça arrache tellement la peau qu'on a ensuite
la graisse qui se met sur les doigts de la machine et ça ne plume plus. Enfin, après, c'est l'horreur absolue. Donc, si vous utilisez une machine pour plumer, en aucun cas vous ne dépassez les 70 degrés au moment de plonger l'animal dans l'eau. Donc, une fois que l'animal est déplumé, oui, déplumé, j'ai pas dit plumer tout à l'heure, j'ai pas dit qu'il fallait plumer l'animal. Non, déplumer, hein. Enfin bon, c'est juste évident en fait, vous aviez compris, hein. J'imagine que vous aviez corrigé vous-même. Bref, une fois que l'animal est déplumé, on le vide. Alors pour le vider, moi je suis pas super douée, mais si vous voulez apprendre un petit peu plus la technique, je vous renvoie vers d'excellentes vidéos de la chaîne de l'ami Bourbonnais qui explique ça assez bien. Donc je vous renvoie sur cette chaîne-là, vous aurez techniquement un pas à pas sur comment vider un poulet. Une fois que j'ai vidé mes coques, évidemment je vous ai expliqué tout à l'heure, donc je ne pouvais pas les laisser entiers, je ne pouvais pas les laisser en rôti. Je ne pouvais pas les laisser en rôti puisqu'en fait ils étaient trop vieux, ils sont nés au printemps dernier et là on était limite. En fait c'est pas que c'est mauvais, je veux dire ça vous rendra pas malade, hein, c'est juste que la viande n'est pas agréable. Donc je les ai découpés pour en faire un coq au vin. Alors on a regardé, j'ai demandé un petit peu à mon mari quel vin je pouvais utiliser. Il m'a ressorti de vieilles bouteilles qu'on ne savait plus trop quoi en faire. C'était du vin de Noël. Donc, donc on appelle ça du vin, mais en réalité c'est une préparation à base de vin. C'est pas vraiment du vin, enfin pas que du vin. C'était du vin parfumé, on sentait la cannelle, etc. Enfin c'était pour faire un vin chaud en fait. Mais c'est une préparation toute faite. Je ne sais plus d'où on sortait ça. Toujours est-il que j'ai utilisé donc du vin de Noël, donc une préparation pour faire du vin chaud. J'ai utilisé ce vin-là pour me préparer mes coques au vin et je pense franchement que du coup c'est plutôt pas mal parce que ça parfume bien et ça assaisonne déjà rien qu'en mettant le vin. Ensuite quand j'ai mis en bocaux, parce que mon idée c'est de faire des bocaux, j'ai pris soin de mettre la même chose dans chaque bocal. Pourquoi? Alors ça pour le coup c'est pas une obligation, hein, mais pour ma gestion des stocks, je trouve que c'est plus facile de mettre la même chose dans chaque bocal, de façon à savoir exactement, quand j'ouvre un bocal, à quoi m'attendre. J'avais 4 coques, donc j'ai fait 4 bocaux, avec cuisse, eau de cuisse et puis un morceau de blanc en plus. Pourquoi un seul petit morceau de blanc? C'est que j'avais gardé les autres morceaux de blanc pour cuisiner tout de suite, on les a mangés tout de suite en fait. Voilà, tout simplement. Sinon j'aurais pu faire un bocal rien qu'avec les blancs. Ça aurait pu être aussi une solution. J'ai évidemment versé ma préparation, mon jus de cuisson jusqu'en haut du bocal. Dans mon jus de cuisson, il y avait des petits champignons, des lardons, tout ça, enfin des trucs sympas. J'ai mis tout ça jusqu'en haut. Et il me restait ensuite du jus de cuisson alors que j'avais plus de viande. Et ce jus de cuisson, je l'ai également stérilisé en fait. J'ai fait un bocal rien qu'avec le jus de cuisson. Pourquoi est-ce que je fais ça? Alors, il n'y en aurait pas eu, voilà, c'était pas grave, hein. Mais là, puisque j'avais du jus de cuisson supplémentaire, eh bien, je l'ai stérilisé et je l'ai gardé. Et je m'en servirai, eh bien, ma foi, quand j'en aurai besoin. Ça pourra me servir soit pour compléter pour faire une sauce pour une viande, pour une autre viande, et ça ferait une bonne sauce, parce que c'était plutôt sympa. Soit ça fait aussi du liquide prêt à être utilisé pour faire cuire des pâtes, des pommes de terre, ou tout ce qu'on veut, enfin tout ce qui peut cuire dans l'eau. Et bien au lieu de le faire dans l'eau, ça peut être dans du jus de cuisson. Alors vous allez me dire, c'est un peu bizarre, oui, mais disons voilà, j'aurais pas cherché à le faire plus que ça, mais puisque là j'ai du jus, je n'allais pas le gâcher en fait, c'était surtout ça l'idée. Et puis je me dis qu'après tout, si à un moment donné on a un problème avec l'eau courante, avec l'eau potable et qu'on est un peu coincé et qu'on ne peut plus trop s'en servir parce qu'il y a eu un problème sur le réseau et que pendant 24 heures ou 48 heures on n'a plus l'eau du robinet, eh bien je serais peut-être bien contente d'ouvrir mon bocal avec mon jus de cuisson pour faire cuire des pâtes ou faire cuire autre chose. Voilà. Donc quand j'ai du jus de cuisson comme ça en plus, eh bien je le stérilise et je le garde aussi. Ce que j'ai fait également, c'est que j'ai fait quelques rillettes de poulet. Je n'en ai pas fait beaucoup. Qu'est-ce que j'ai mis dans mes rillettes de poulet? En fait, une fois que j'ai eu préparé mon coq, comme je vous l'ai expliqué, il me restait quand même des morceaux de carcasse. Et donc ces morceaux de carcasse, je les ai mis à tremper dans l'eau, enfin à faire dans l'eau bouillante, hein, je les ai fait bouillir. Une fois que ça refroidit, je l'ai dépioté entièrement, j'ai complètement dépioté mes carcasses. Ça m'a fait une petite masse de viande, pas grand chose. J'ai complété avec le foie aussi, parce que alors moi j'aime bien manger le foie, donc je m'étais fait un foie sur les 4, mais il en restait 3, puis voilà, je suis la seule dans la famille à apprécier, donc j'avais pas forcément envie de m'enfiler les 4 fois à la suite.
Donc j'ai rajouté le foie aussi que j'ai haché menu avec les rillettes et je me suis fait donc des rillettes de poulet. Donc voilà pour cette fin de vidéo un petit peu plus joyeuse que le début où on parlait d'abattage, mais en même temps voilà, c'est juste une nécessité, il faut bien en passer par là. Anticipez cette étape-là qui n'est pas la plus drôle, mais prenez ça aussi comme, j'allais dire, une initiation. C'est qu'à un moment donné, tendre vers l'autonomie, c'est ça aussi. Voilà, c'est ça aussi. C'est passer par l'étape abattage. Et même si l'étape en elle-même n'est pas très amusante, ça pompe énormément d'énergie. Moi, je sais que la journée où je tue les coqs ou les poules, je suis vidée à la fin de la journée. Enfin, pas autant que les poules, hein. On comprend, hein, pas autant que les coqs. Quand je dis que je suis vidée, il y en a qui le sont plus que moi. Mais vous comprenez l'idée, hein, c'est que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas anodin. Mais par contre, il y a une vraie satisfaction ensuite à cuisiner ce qui provient de notre élevage. Et c'est là-dessus qu'il vaut mieux rester en fait au niveau de la sensation. Donc sur ces bonnes paroles pleines d'enthousiasme et d'optimisme, je vous dis à très bientôt.